On va démarrer tout ça. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le webinaire sur les différents types de scellants. Donc, je me présente tout de suite, Gina Gaudreault. Je suis la vice-présidente à la direction pour la VFQ. Et dans le fond, c'est une nouvelle option qu'on offre aux fournisseurs qui desservent l'ensemble de nos membres, de tenir ce type de webinaire informatif. Donc, je pense que c'est important aussi de le mentionner. Le premier webinaire que je devrais dire va être avec notre membre AdFast. Et je m'empresse aussi peut-être de vous mentionner dès le départ, puis je pense que c'est le cas de tout le monde. Sinon, peut-être fermez votre micro. Vous avez toujours la possibilité de le fermer et bien sûr de l'ouvrir. Donc, si vous avez des questions, puis je vais laisser tout à l'heure notre présentateur là, vous donner sa façon de fonctionner, mais il y a possibilité là, de soit poser les questions directement avec le micro, donc vous l'ouvrez, vous le refermez. Pourquoi on demande de le refermer? Tout simplement pour éviter d'entendre des sons d'un petit peu partout. Et vous avez aussi, dans le bas de votre écran, un chat. Donc, si vous dites, ben moi, je ne veux pas nécessairement parler, vous pouvez poser la question. Je vais lire la question, puis moi, je vais pouvoir l'amener là pendant la présentation à notre présentateur. Présentateur que je vous amène tout de suite, donc Jean-Pierre Saint-Denis. Jean-Pierre Saint-Denis, qui est directeur technique et au développement des affaires aussi chez AdFast. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Je vais peut-être lui demander de mettre justement notre présentation de la journée en ligne. Donc, Jean-Pierre qui est là, parfait. Je vais juste le laisser charger la présentation. Une belle présentation. Voilà. Voilà. Vous m'entendez? Oui, peut-être monter une petite affaire, le son de ton côté. OK. Je vais juste... C'est-tu mieux comme ça, 1, 2? Oui, s'il y a des gens qui trouvent que c'est pas assez, peut-être le monter aussi de votre côté. Sinon, on demandera à Jean-Pierre de procéder. Donc, je te laisse la parole, Jean-Pierre, donc pour la prochaine heure. OK, merci. Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent à ce webinaire de la VFQ avec le titre « Comprendre les différents types de scellants pour une enveloppe du bâtiment durable ». Si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, soit verbalement avec le micro ou soit via le chat. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, le but de la présentation, c'est de savoir comment choisir le bon scellant pour chaque application lors de la construction et de la conception des murs rideaux et de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. Ça, je vais juste peser sur la flèche sur ton clavier, ça devrait apparaître. OK. Non, c'est juste parce que je voyais les images à côté. J'essaie de tasser ça. Mais c'est pas plus grave que ça. Alors, l'objectif d'apprentissage, spécifier le scellant approprié dans les applications structurales et non structurales, comprendre les différents systèmes de murs rideaux, reconnaître la configuration des joints d'étanchéité structuraux, les applications de scellants pour les murs rideaux non structuraux, choisir les bons accessoires pour les murs rideaux et la compatibilité des produits. Le contenu de la présentation, c'est la technologie des scellants à séchage par évaporation, séchage par humidité, système de murs rideaux structural, application non structurale, l'importance du support et le façonnage, les accessoires pour les murs rideaux, la préparation des surfaces, les tests en chantier et la compatibilité entre les scellants et certains matériaux de construction. Alors, on va commencer avec les scellants, les mastiques à séchage par évaporation qui comprend les thermoplastiques, les latex acryliques et les butyles. Donc, quand on parle par évaporation, on parle autant d'eau que de solvant. L'eau est considérée comme un solvant parce qu'il y a une évaporation et après ça, il laisse un pourcentage de matière solide.
Alors, le désavantage des produits de séchage par évaporation, c'est qu'une perte de matière d'environ 50%, plus ou moins 50% à cause de l'évaporation. Comme vous voyez dans la partie bleu pâle, c'est la partie qui s'évapore et il reste la partie solide par la suite qui est le caoutchouc. Et en séchant, ben, il peut y avoir des tensions de surface qui se créent, donc une délamination sur certains points et une infiltration d'eau qui peut s'en suivre et d'air aussi. Alors, Alors, on voit aussi dans l'image du bas ici, ça, c'est des cavités qui avaient été remplies à ras-bord avec différents scellants thermoplastiques et c'est ce qui reste à la fin, après 30 jours. Donc, on a une perte de volume assez considérable. Le scellant thermoplastique, c'est ce que ça crée comme problème après 8 ans. Il y a beaucoup de fissuration, de vieillissement aux ultraviolets. Donc, c'est pas un scellant qui est très, très durable. C'est utilisé beaucoup dans le domaine résidentiel encore. Dans le domaine commercial, de moins en moins. Alors, heureusement, ce n'est pas des scellants très, très durables. Juste une petite note aussi, les scellants par évaporation, il ne faut jamais les façonner parce qu'on enlève une partie du produit, donc le rétrécissement va être encore plus prononcé. Donc, si on utilise ces produits-là, il faut les tirer de façon convexe. C'est toujours inscrit sur les tubes des fabricants. Et le produit va s'affaisser par lui-même dû à la perte à l'évaporation du solvant. Les technologies qui nous intéressent le plus, c'est les mastiques à séchage par humidité qui comprend les silicones, les scellants hybrides et les scellants polyuréthane. Dans les silicones, les plus connus, si on veut, sont les acétoxiques qui sont des produits de commodité qu'on retrouve en quincaillerie beaucoup. L'odeur particulière de vinaigre, on s'en sert pour les salles de bain. L'adhésion limitée à certains substrats. Excellente résistance aux ultraviolets. Par contre, sont corrosifs, donc on évite d'appliquer sur du métal nu, ce qui pourrait causer de la rouille éventuellement, à plus ou moins long terme. Les silicones neutres, ce qui est le plus utilisé dans l'industrie de la construction, qui sont divisés en deux catégories. Les oxymes qui ont une faible odeur, ont une adhésion sur plusieurs substrats, possibilité de produire deux composantes. Il y a une grande compatibilité avec plusieurs matériaux de construction. La résistance aux ultraviolets est excellente. Formulation pour application structurale, c'est non corrosif. Puis, il y a des garanties qui sont offertes jusqu'à 20 ans. Il y a aussi les alkoxy, qui est une autre technologie de silicone neutre, faible odeur encore, adhésion sur plusieurs substrats, possibilité de deux composantes, compatibilité avec plusieurs matériaux de construction, excellente résistance aux rayons ultraviolets, sont non corrosifs et aussi, ils sont de par nature, ils sont un peu plus lents au niveau de la formation de peau. Donc, c'est des produits qui vont avoir un temps ouvert un peu plus long, de règle générale. Les scellants hybrides, il y a 3 catégories. Les MS polymères, excusez-moi pour l'anglicisation, mais c'est Modified Silane en anglais. STPE, Silane Terminated Polyéther. Les gens vont appeler ça communément polyéther. Et les SPUR, qui sont des Silylated Polyurethanes. C'est comme un mariage entre le silicone et le polyuréthane pour vulgariser. C'est pas vraiment si simple que ça, mais c'est un peu ça. Alors, la faible odeur, adhésion à plusieurs substrats, possibilité aussi de deux composantes, compatibilité avec les matériaux de construction, bonne résistance aux ultraviolets, puis on aurait pu ajouter aussi qui peuvent être peints. Donc, si on a besoin d'un produit absolument peinturable, on peut utiliser un scellant hybride, ce qui est assez rare, puis ce qui n'est pas recommandé vraiment. Les scellants polyuréthane, faibles à moyenne odeur parce qu'il y a un contenu de solvant à l'intérieur qui est minime, mais qui peut dégager des odeurs désagréables. Adhésion à plusieurs substrats, possibilité de deux composantes, compatibilité limitée avec certains matériaux de construction, faible résistance aux ultraviolets.
Pour les murs rideaux structuraux 2 faces ou 4 faces, on utilise toujours un silicone neutre à 1 ou 2 composantes selon l'application, soit en chantier, soit préassemblé en usine ou communément appelé pre-glaze. Donc, c'est les seuls produits qui sont reconnus pour le mur rideau structural. Toujours un silicone neutre. Il n'y a pas d'autres produits. Le polyuréthane ne fait pas le travail, ni les salins hybrides ne sont pas reconnus pour ça. Pour les mastiques d'étanchéité de périmètre, joints de dilatation, c'est sûr qu'un silicone neutre va vous donner une durée de vie beaucoup plus longue. Donc, pour l'environnement, pour un bâtiment durable, etc., c'est beaucoup mieux d'utiliser un silicone neutre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Bon, j'assume que non. Je vais continuer. De toute façon, s'il y a quelque chose, vous pouvez m'interrompre. La résistance aux ultraviolets des silicones versus les polyuréthanes, ben, c'est dû à la composition chimique. Pour résumer ça un petit peu, c'est que les scellants polyuréthanes sont des scellants organiques, donc qui contiennent des liaisons de carbone. Les liaisons de carbone se dégradent aux ultraviolets à plus ou moins long terme. Donc, c'est ce qui fait que le produit va se dégrader, contrairement à un silicone qui n'a aucune liaison de carbone. Donc, la lumière va beaucoup moins, la lumière ultraviolet va beaucoup moins l'affecter. Ce qui fait qu'il va durer quand même beaucoup plus longtemps. Voici ce que ça fait, les rayons ultraviolets à votre, si vous êtes face à l'écran, à votre droite. C'est ce que ça fait un scellant polyuréthane qui est exposé aux rayons ultraviolets à plus ou moins long terme. On parle d'une durée de vie entre 8 et 15 ans là, en moyenne. Contrairement à un silicone qui peut aller au-delà de 25 ans facilement. Donc, c'est sûr que le polyuréthane adhère mieux à la maçonnerie sans après, mais dure 2 à 3 fois moins longtemps que le silicone neutre. Donc, des fois, ça vaut la peine peut-être d'utiliser un après. Maintenant, on a des silicones qui sont sans après sur plusieurs produits de maçonnerie. De toute façon, on fait toujours des essais en chantier avant le début des travaux pour spécifier la bonne méthode et le bon produit. Donc, savoir s'il y a besoin d'un après ou qu'il n'y en a pas de besoin. Excuse-moi, Jean-Pierre, oui. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il est recommandé de porter un masque lors de l'application? À l'extérieur, non. C'est sûr que si c'est dans un endroit restreint, oui, c'est préférable selon les produits. De toute façon, les personnes qui utilisent les produits devraient toujours lire les fiches santé-sécurité avant de commencer les travaux. Et c'est toujours spécifié comment se protéger par rapport aux produits que vous utilisez. C'est sûr, un produit à solvant va être beaucoup plus toxique qu'un silicone, exemple. Mais si c'est dans un endroit restreint puis qu'on utilise, je ne sais pas moi, 50 tubes dans 8 pieds par 8 pieds par 8 pieds, là, mettons, c'est sûr que là, oui, il va falloir avoir des masques pour se protéger ou un apport d'air extérieur pour ventiler l'endroit. Alors, je continue. Pour les températures d'application au froid, certains silicones peuvent s'appliquer jusqu'à moins 40. Par contre, il est important de savoir que tous les scellants à composantes arrêtent complètement leur volcanisation lorsque la température descend en bas de zéro. Aussitôt que ça remonte en haut de zéro, ça va continuer à sécher. Donc, c'est sûr que ça ralentit beaucoup le temps de cure, mais par contre, ça peut se faire dans certains cas d'urgence. N'oubliez pas aussi que le produit doit être à la même température que les matériaux. Et le seul produit qui peut faire ça, c'est le silicone. Les polyuréthanes, les scellants thermoplastiques vont devenir très, très épais à basse température et vont être très durs à appliquer, voire même là, pourraient endommager les applicateurs, les outils d'application. Alors, c'est pas conseillé d'appliquer un scellant chaud sur un matériau froid. Ça va faire de la condensation, un risque de givre qui peut se créer et une délamination du scellant. Donc, il faut faire très attention quand on procède en hiver aux applications de produits. Jean-Pierre, j'aurais une nouvelle question. Donc, on me demande qu'en est-il pour les deux composantes au niveau de la température de cure? Les deux composantes, dépendamment des technologies, la plupart sont
sont par réaction chimique entre les deux produits. Il y en a que c'est réaction par condensation, mais la plupart, c'est une réaction chimique. Donc, le produit va être moins affecté. Par contre, c'est des produits qui sont beaucoup plus épais. Il y a une espèce de buse, là, un mélangeur statique aussi qui vient avec ça parce qu'il faut mélanger les deux composantes comme il faut. Si c'est utilisé en chantier, là, ça devient problématique parce que déjà, à température normale, c'est un peu plus dur à extruder du fusil. Alors, si la température est très basse, ça se peut que ça soit difficile à appliquer, mais par contre, le séchage va être beaucoup plus régularisé qu'un produit à une composante. Merci. Merci. Alors, les températures d'application à chaud, ben, c'est souvent avec les produits deux composantes qu'il faut faire attention parce que la chaleur va accélérer les produits. Ici, je parle de polyuréthane, mais ça peut être un silicone aussi. Exemple, s'il fait 35 degrés, les matériaux sont à 40, 45, ben c'est sûr que si le temps de formation de peau est de 20 minutes, ben il peut dropper à 10 minutes s'il fait très, très chaud. Donc, il faut faire attention à ça. Les produits qui se mélangent en chaudière, comme il y a des anciennes formulations de polyuréthane où on mélangeait là, le scellant avec les couleurs puis le catalyseur. Faut pas en mélanger trop à la fois parce que ça peut faire des pots dans le produit. Et puis au niveau esthétique, c'est pas très beau. Sur l'image qu'on voit ici, on le voit pas très bien, mais il y a beaucoup de pots qui se sont formés, séchés à l'intérieur du scellant. Donc, ça fait pas un joint très, très esthétique et même ça peut causer des problèmes là, au niveau des laminations. S'il y a des parties séchées qui s'appuient sur les parois, ben, c'est sûr que ça collera pas étant donné que le produit est déjà sec. Alors, le temps de séchage, justement, on parlait selon la norme ASTM C679, qui est sec au toucher. En anglais, ça se dit un peu mieux, c'est tack free time. Les silicones, règle générale, vont aller entre 10 et 30 minutes. Ça peut aller à 60 minutes dans certaines formulations. Les polyuréthanes, par contre, eux, on parle de plusieurs jours, plusieurs heures ou plusieurs jours. Qu'est-ce qu'on entend par tack free time? C'est qu'on touche au produit, il ne transfère pas sur les doigts, mais il est très, très collé, un peu comme un post-it, si on veut, pour faire une image, là. Alors, si on est dans une construction neuve, il y a beaucoup de poussière. C'est sûr que si on a un scellant blanc ou de couleur pâle, ben, la poussière va venir coller après, puis ça, au niveau esthétique, ça ne sera pas très beau. Donc, dans certains cas, c'est préférable d'avoir des produits qui sèchent plus rapidement et par contre, qui nous donnent assez de temps de travail là, pour venir le façonner puis tout ça. Donc, c'est un peu un équilibre qu'on cherche entre les deux. Ici, on a un tableau, je ne vous le lirai pas au complet, mais c'est un peu les forces adhésives de différents matériaux, du silicone versus le polyuréthane, et aussi qui donne, s'il y a besoin d'un après, qui donne des indices. Par exemple, un revêtement acrylique, ben, c'est sûr que ça va être préférable d'appliquer un après. La pierre, incluant le granit, le marbre, ça peut arriver, la maçonnerie. Comme je vous dis, on fait des essais au préalable avant que les travaux commencent, puis on peut déterminer une procédure d'application avec ou sans après. De toute façon, la présentation va être disponible en format PDF après la présentation. Les différents systèmes de murs rideaux avec plaque à pression, ce système ne nécessite aucun silicone structural. L'unité scellée est retenue mécaniquement avec des plaques à pression verticales et horizontales. C'est ce qu'on voit le plus communément là, dans le marché. Donc, on voit les plaques à pression, c'est assez simple comme c'est de la retenue mécanique. Il y a des endroits à sceller avec des silicones, juste s'assurer de la compatibilité. On va en parler un petit peu plus loin. Les systèmes structuraux deux faces, alors ça nécessite l'utilisation d'un silicone structural sur deux côtés. La plupart du temps, c'est horizontalement, dans de plus rares cas verticalement. Quand on fait des joints verticaux, il faut toujours s'assurer de laisser les trous d'égouttement libres de silicone pour que l'eau vienne se drainer comme il faut, parce qu'on se souvient qu'un mur rideau, c'est un écran par pluie. Donc, l'eau peut rentrer, mais il faut qu'elle sorte, puis idéalement à chaque niveau, à chaque étage. Donc, il faut faire attention à ça.
C'est pour ça que je vous dis que normalement, c'est plus des joints verticaux, excusez, qu'on retrouve. Alors, on voit un petit peu ici un mur rideau avec joint vertical et les plaques à pression de façon horizontale. Aussi, dans certains cas, les gens, j'ai vu souvent des gens qui croyaient que le silicone d'étanchéité, c'est le joint structural. C'est pas ça du tout. Le joint d'étanchéité, il a juste la fonction de protéger contre l'air, contre l'eau. Le joint structural se retrouve toujours entre le meneau et le verre. Et c'est vraiment important. Système structural 4 faces, donc ça le dit, le silicone structural est appliqué sur les 4 côtés. Ici, on voit un exemple, une vue de coupe. Alors, le silicone structural qu'on retrouve ici et là, le fond de joint, puis le scellant d'étanchéité. Okay. Alors, il y a 2 façons de faire des murs rideaux structuraux. Il y a préassemblé en usine pour des moyens à gros projets, environnement contrôlé. C'est sûr que c'est un gros avantage, surtout en hiver. Par contre, on a besoin d'une grue sur le chantier et puis les modules ne peuvent être interchangés. Donc, si le module A et le module C arrivent en chantier en bon état puis que le B, il y a un problème, ben là, il faut laisser l'espace vide. Et puis, on continue notre casse-tête, notre puzzle, comme un à la suite de l'autre. L'assemblage en chantier pour petits à moyens projets, la température doit se situer entre 5 degrés et 50 degrés C durant l'installation et la vulcanisation complète du silicone. Le coût de main-d'œuvre est plus élevé naturellement parce que les taux horaires sont plus élevés en chantier qu'en usine. Donc, il y a des avantages, désavantages dans les 2 cas. Les normes importantes, les normes ASTM importantes pour une application structurale. Le C1401, qui est le guide du silicone structural, qui est utilisé par la plupart des manufacturiers avec des légères modifications. Donc, c'est très important de connaître cette norme-là. Le C1135, qui sont les propriétés d'adhésion en tension du silicone structural. Donc, on va tester sur l'aluminium anodisé, sur le verre. La norme C1184, qui est la norme générale pour le silicone structural, qui regroupe plusieurs normes. Et le C794, qui est l'adhésion à pelage à 180 degrés d'un mastic élastomère. Le ASTM C1184, il inclut les différents ASTM qu'on voit ici, dont le C1135 qu'on parlait, qui est le test d'adhésion en tension. Et dans cette norme-là, le 1135, il est testé à différentes températures, différentes conditions, chaleur, immersion dans l'eau, froid, etc. Donc, il y a tout un cycle à respecter avant de dire oui, on passe cette norme-là. Donc, il y a des critères à respecter. Puis aussi, juste pour revenir à la norme C1135, qui est inclus dans le 1184, c'est qu'il y a un test sous les rayons UV de 5000 heures. Donc, c'est assez costaud comme test. Et après ça, on fait le test d'adhésion. Excuse-moi, oui? 2 questions. Oui. Donc, la première, on dit, probablement qui est en lien avec une diapo précédente, on dit donc, aucun joint structural ne devrait être appliqué en dehors de 5 à 50 degrés. Là. Non, exactement. Okay. Exactement. Donc, si c'est le cas, s'il faut que ça soit fait en hiver, il y a 2 façons de faire. Si le joint est fait par l'intérieur, ce qui est la plupart du temps le cas, le bâtiment est chauffé, alors on peut l'appliquer en hiver. Ou sinon, si le bâtiment n'est pas chauffé encore puis qu'il faut construire le mur rideau, il faut faire l'installation, ben, il va falloir bâtir une espèce d'abri et le chauffer avec des grosses chaufferettes au propane là, pour maintenir une température adéquate. Donc, ça, c'était la première question. Oui. La deuxième, et je la lis parce que moi-même, je ne pourrais pas. Donc, on me dit, est-ce qu'il y a des différences d'adhésion entre les types d'anodisation et les types de peinture sur l'aluminium mur rideau?
Puis là, on met couleur d'anodisation, dis-je, merci. Donc, j'imagine que tu comprends la question. Oui, oui, oui. Jusqu'à maintenant, sur les différentes anodisations, que ce soit anodisé clair ou noir, on n'a pas vu de différence marquée d'adhésion. Au niveau des peintures, c'est sûr qu'on aime beaucoup faire des essais, surtout quand c'est des peintures qu'on connaît moins. Mais règle générale, l'adhésion est assez bonne sur les peintures. Merci, Jean-Pierre. Alors, j'étais rendu ici. Ça, c'est fait. Alors, le test en adhésion de tension, c'est le test qu'on voit à l'écran. Comme je vous dis, le matériel est conditionné avant de faire le test en tension, soit dans l'immersion, soit à température pièce, soit à chaleur extrême, soit au UV, etc. Il y a 6 ou 7 conditions là, de mémoire différentes et on fait des essais après chaque condition climatique qui a été soumise. Ça, c'est la machine à UV. Donc, quand on parle d'un 5000 heures, on fait les assemblages, on les met dans la machine UV pendant 5000 heures, puis on refait le test en adhésion sous tension, ce qui est le test le plus sévère de la norme 1184. Le ASTM 6794, l'adhésion à pelage à 180 degrés. Ici, on voit donc c'est un mèche d'aluminium qui est collé sur un verre avec le silicone ou avec le polyuréthane, peu importe le produit. Et puis, on fait un test à 180 degrés. Dans la norme AMA 802, ce test-là est fait aussi à la chaleur et en immersion, après immersion dans l'eau. Par contre, il n'y a pas de UV dans la norme qui est demandée. La prise structurale, ce qui est très important dans la configuration des joints de mastic structuraux, c'est la largeur minimale ou le contact de surface du mastic silicone sur le panneau de verre et le cadre d'aluminium. Donc, le rapport de la prise structurale épaisseur devrait être entre 1 pour 1 et 3 pour 1. Le calcul doit être réalisé par un ingénieur selon la norme C1401. La prise structurale maximum pour un mastic à 1 composante ne doit pas dépasser 13 mm. C'est bien important parce qu'après ça, l'humidité ne réussit plus à passer à travers le produit et donc le séchage va arrêter. Alors ici, on voit exactement la prise structurale, c'est-à-dire le contact vraiment entre le meneau et le verre. Tandis que l'épaisseur, bon, on parle de l'espace qui est appuyé sur le Northern Tape ici et l'espace qui est visible par l'intérieur. Le calcul des dimensions des joints structuraux, la conception des joints structuraux varie selon le type de mur rideau. La surface de contact prise structurale épaisseur entre le meneau et l'aluminium. Le meneau d'aluminium et le verre varie selon la nature du projet, les charges de vent environnantes ainsi que les dimensions du verre. La prise structurale et épaisseur minimale du joint doit être de 6 mm, jamais en bas de 6 mm. Sinon, il n'y a aucune garantie qui est applicable par les manufacturiers. C'est un minimum. La surface de contact nécessaire est déterminée en suivant la méthode de calcul suivante. Donc, c'est la méthode qui vient de la norme ASTM, là, C1401. On peut l'avoir en système métrique ou système anglais. Pour un mur rideau structural, il faut aussi que le scellant secondaire de l'unité scellée soit fait de silicone structural. Les dimensions du joint de l'unité scellée doivent être calculées par un ingénieur selon la norme ASTM C1249. Donc, c'est vraiment là la partie rouge ici qu'on voit qui doit être la surface, la prise structurale. Donc, cette épaisseur de joint-là doit être calculée autant. Et aussi, ce qui est vraiment important, c'est que l'unité scellée doit toujours être fabriquée avec un scellant secondaire qui est un silicone structural, soit un composante ou dans la majorité des cas, 2 composantes. Parce que si on colle le verre intérieur sur l'aluminium avec un silicone structural et qu'il n'y a pas de scellant structural ici, bien, le verre de l'extérieur, il peut tomber ou être projeté par le vent. Là, ça peut être assez désastreux.
Joint structural à la face d'un verre ou d'un panneau. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Alors, vous avez la légende ici. Donc, ici, on a le mastic d'étanchéité en rouge et le mastic structural en bleu. Le Northern Tape. En jaune, c'est le joint de scellant secondaire pour l'unité scellée. Ça aussi, ça doit être du silicone structural. Donc, ça, c'est la façon la plus commune de faire des murs rideaux. Il y en a d'autres qui sont les joints structuraux sur la tranche d'un verre ou d'un panneau. Donc, ça, j'ai pas vu ça souvent et il faut s'assurer que le manufacturier d'unités scellées va accepter ce type d'assemblage-là parce qu'il peut y avoir des problèmes. Il faut être sûr que les deux matériaux ici soient compatibles, c'est-à-dire le scellant structural du mur rideau en tant que tel et le scellant structural du verre. Donc, il faut faire bien attention. Ça vient des normes ASTM, donc c'est des configurations, j'imagine, qui ont déjà été faites dans le passé. Mais moi, j'ai jamais vu ça personnellement. Joint structural sur la tranche et à la face d'un verre, ben, c'est un peu un mélange des deux premiers qu'on a vus. Ça aussi, j'ai pas vu ça souvent, mais ça peut peut-être arriver. Les joints non rectangulaires, donc si on a un mur rideau courbé, bien, c'est la façon de faire. Donc, la seule chose qui est vraiment importante dans ce cas-là, c'est vraiment de mesurer la prise structurale et l'épaisseur au point minimal, c'est-à-dire à ce point-ci et non là. Donc, si on a besoin de 3/8 de pouce, il ne faut pas mesurer entre ce point-là et ce point-là. Il faut vraiment mesurer le point le plus court, qui est la surface minimale de contact. Donc, il faut faire attention à ça. Et les coins verticaux. Donc, le joint structural va être fait de cette façon-là. Encore là, il faut vérifier la compatibilité si ce n'est pas deux produits du même fabricant. Ou sinon, des fois, même si c'est deux fabricants différents, il y a des tests qui ont été faits entre deux fabricants différents, puis qui donnent une compatibilité. Donc, on peut faire un joint comme ça. Alors, les étapes pour monter un mur rideau en chantier. Donc, la première étape, c'est d'installer le verre et de venir le fixer avec des plaques à pression temporaire. Le nombre de plaques va être déterminé aussi par le calcul de la norme 1401 pour les charges de vent. Donc, plus il y a des charges de vent importantes, plus la hauteur est importante aussi, plus le nombre de plaques à pression temporaire va être important. Donc, ça, il faut déterminer ça avant de commencer le projet. L'étape 2, on vient appliquer le silicone structural. On va le façonner. C'est très important qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Donc, il faut vraiment le pousser avec le fusil et après ça, avec un outil approprié pour venir vraiment appuyer parfaitement sur les surfaces. Parce que s'il y a des bulles d'air, ça peut causer des problèmes parce que là, nos calculs sont plus vraiment bons. Donc, vraiment, là, très important de façonner. Les plaques à pression temporaire peuvent être retirées après 21 jours à 23 degrés Celsius, 50% d'humidité. On va appliquer le rondin souple, donc un backer rod en bon québécois. Et on va venir faire le joint de périmètre pour l'étanchéité du mur rideau. Encore là, si c'est un 4 faces ou un 2 faces horizontal, faites attention pour ne pas boucher les sorties pour l'eau, les trous d'évacuation d'eau. Très important. Les procédures d'application structurale. Alors, la préparation des surfaces. Nettoyer toutes les surfaces avec l'alcool isopropylique et laisser le solvant évaporer durant au moins 20 minutes. C'est sûr que plus il fait chaud, plus ça s'évapore vite. Plus il fait froid, plus c'est lentement. On fait une moyenne, là, donc c'est assez général. On parle de 20 minutes. Ne pas laisser passer plus d'1 heure avant l'installation du scellant. Sinon, il faut répéter l'opération parce que s'il y a beaucoup de poussière, puis qu'on nettoie et qu'on laisse les joints nettoyer sans protection,
c'est sûr qu'ils vont se saler, il va y avoir de la contamination. Donc, il faut vraiment répéter l'opération. C'est vraiment critique. Un mur rideau, on n'y aise pas avec ça parce que ça peut être très dangereux, surtout quand c'est juste le silicone qui retient le verre, là, qui n'a aucune plaque à pression. Ça peut être assez désastreux. On va utiliser un après si c'est recommandé. On va respecter le délai prescrit par le fabricant entre l'application de l'après et le scellant structural. On va installer un ruban espaceur de type Norton au périmètre. On va installer l'unité scellée avec suffisamment de plaques à pression pour qu'elle soit capable de retenir l'unité scellée selon la dimension et aussi les vents. On va appliquer le mastic structural entre le meneau puis le verre, puis on va le façonner pour enlever toute bulle d'air, comme je disais précédemment. Nettoyer l'excédent de silicone avant la vulcanisation, parce qu'un coup que c'est séché, c'est beaucoup plus dur à enlever, puis même des fois, ça laisse des traces. Et un silicone ou un polyuréthane ou un hybride, tous les scellants qui sèchent par humidité, un coup séché, il n'y a aucun solvant qui va les nettoyer. Là. Il n'y a plus rien à faire à ce moment-là. Donc, c'est mécanique. Fait qu'on essaie de faire ça avant que le produit sèche. On va laisser sécher 21 jours à 23 degrés C, 50% d'humidité. Puis, pour les températures d'application, comme je vous disais, entre 5 et 50 degrés, éviter qu'il y ait de la condensation entre le mastic et les substrats. Il faut faire beaucoup attention à ces choses-là. Le givre, la saleté, etc. Et après 21 jours, on peut retirer les plaques à pression. Alors, si on ne suit pas ces étapes-là à la lettre, c'est ce qui peut arriver. Alors, on ne souhaite pas ça à personne, mais heureusement, je n'ai jamais assisté à ça. Il faut faire bien attention quand on fait un mur rideau structural. Ça, c'est quelques exemples de projets. Le projet Volo 10, Musique Plus, qui est un 4 faces, je crois, de mémoire. Là. Les applications en chantier non structural. Alors, ici, on voit les différents endroits où les mastiques peuvent être appliqués selon les cas. Mur rideau, mastic d'étanchéité, mastic pour joint de dilatation. Normalement, on va recommander pour l'installation des murs rideaux, des fenêtres, c'est-à-dire le calfeutrage, on va recommander une classe 50. On va voir un petit peu plus loin c'est quoi. Et pour les joints de dilatation, une classe 100/50. Je vais vous expliquer un peu plus loin. Et c'est ça. Pour l'intérieur des murs rideaux, on peut aller avec des classes 25 ou 50. C'est pas en autant qu'ils soient compatibles avec les unités scellées et les différentes composantes du mur rideau. Les cloisons vitrées, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser un silicone neutre translucide. Comme on voit dans l'image de droite, les silicones neutres, que ce soit n'importe quel fabricant, ils vont tous avoir le même problème à plus ou moins long terme, puis des fois c'est assez rapide. Le silicone va venir jaune. Donc ici, on voit que c'est pas très, très esthétique. Là. C'est pour ça que de plus en plus, certains architectes vont suggérer un silicone noir. Si jamais l'architecte désire vraiment un silicone translucide, on va travailler avec un silicone acétoxy qui sent le vinaigre, qui est beaucoup moins sujet à jaunir. Ça va prendre énormément de temps, donc le joint va rester esthétique beaucoup plus longtemps. Par contre, si ça vous prend absolument un mastic, un silicone neutre, là, il va falloir aller plus vers une couleur, le noir. Moi, je trouve pas ça laid, là, mais ça dépend des goûts des architectes. Les joints à angle, surface perpendiculaire, contact minimal d'1/4 de pouce. Ce qui est important de retenir, c'est que ce type de joint-là ne peut être considéré comme un joint de mouvement. C'est souvent des joints qu'on va voir dans des bâtiments beaucoup moins gros, beaucoup de résidentiels. Donc, ce n'est pas la façon idéale de faire des joints. On a deux exemples ici. Un avec un espace où on peut mettre un fond de joint. Donc, en mettant un fond de joint, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise un mouvement un petit peu plus proche de la réalité des tests qu'on fait en laboratoire. Donc, on va créer une adhésion qui est semblable à une adhésion sur 2 points.
Si jamais il n'y a pas de place pour mettre un fond de joint, bien, on va utiliser un ruban anti-adhésif dans le coin. Ou même si c'est une application à plat, puis qu'on a un joint de dilatation, puis qu'on n'a pas de place pour mettre de fond de joint, on va utiliser encore un ruban anti-adhésif pour éviter l'adhésion sur 3 points. On va voir un petit peu plus loin pourquoi. Alors, les joints de mouvement et d'étanchéité, donc, on fait toujours un joint en forme de sablier pour un meilleur résultat. Donc, en le façonnant, on va créer un effet de sablier qui va nous montrer qu'on a une application qui va avoir des points d'appui partout sur la surface. On va essayer de respecter un ratio de 2:1. C'est pas toujours possible. Des fois, c'est 1:1. Mais on essaie de respecter 2:1. On va utiliser un rondin de mousse polyéthylène ou un ruban anti-adhésif qui n'est pas inscrit ici pour éviter l'adhésion sur 3 surfaces. On cherche toujours à avoir le mouvement naturel du silicone qui est un mouvement latéral, donc élongation-compression. S'il y a un appui au fond sur une 3e surface, bien, le joint peut déchirer. Donc, ce n'est pas recommandé de faire une adhésion sur 3 surfaces. On va respecter un maximum de profondeur d'1 demi-pouce pour un scellant encore à une composante. Excuse-moi, Jean-Pierre, oui. On me demande là, le 2:1. Oui. Peut-être l'expliquer un petit peu. Ben, le ratio, c'est le ratio largeur-profondeur. Donc, si on a une profondeur d'1/4 de pouce, on devrait avoir une largeur d'1 demi-pouce. Si on a une profondeur d'1 demi-pouce, on devrait avoir une largeur d'1 pouce. Excellent, merci. Ça répond à la question. Alors, on le voit un peu ici. Donc, je parlais de la profondeur ici. Supposément, mettons qu'on a 6 mm, ben, il faudra avoir 12 mm ici. On met toujours un minimum de 6 mm ou 1/4 de pouce. Autant en profondeur qu'en largeur. Toujours. Jamais en bas d'1/4 de pouce ou 6 mm. Donc, ça, c'est la façon idéale de faire un joint. Que ce soit un joint de dilatation ou un joint de périmètre, soit autour d'un mur rideau ou d'une fenêtre. Ce que je voulais dire, c'est... Bon, je m'en souviens plus, mais ça va peut-être me revenir, mais bref. L'adhésion sur 3 points. Le fond de joint, c'est ça qui sert. Donc, un fond de joint, c'est du polyéthylène. On sait que de par nature, il n'y a pas grand-chose qui colle sur du polyéthylène. Donc, le joint va vraiment travailler de façon latérale ici, comme ça, et n'adhérera pas au fond. S'il n'y avait pas de fond de joint, puis admettons qu'il y avait un substrat sur lequel le silicone peut adhérer, bien là, il peut y avoir rupture parce que le silicone ne forcera pas de façon naturelle. Les tests ASTM pour les applications non structurales, ben, la norme qui est la plus importante, c'est la norme pour les scellins élastomères, donc le C920. Soit S ou M, donc simple composant ou multicomposant. NS qui est non-sagging en anglais, donc comme vous voyez, le produit est testé pour l'écoulement entre 4,4 degrés et 50 degrés C. Donc, on met une certaine quantité à la verticale de scellant et il ne doit pas avoir d'écoulement ou très peu. Donc, c'est ça qui donne la classe NS qui est non-sagging ou sans écoulement. La classe, tantôt on a parlé de la classe 50 puis de la classe 100/50 pour les joints de mouvement. Donc, c'est le mouvement cyclique selon la norme ASTM C920, élongation et compression. Donc, on part de 12,5 % jusqu'à 100 % d'élongation et 50 % de compression. Et puis, il y a des intervalles, il y a 25 %, 35 %, 50 % entre ces deux chiffres-là. Donc, on doit se situer là. Comme je vous dis, idéalement, classe 50 pour les joints de périmètre, joints de dilatation, joints de contrôle, une classe 100/50. Et les dernières lettres, T ou NT pour traffic ou non-traffic, donc avec ou sans passage. On parle de véhicule, on ne parle pas de marché. M pour maçonnerie, G pour verre, A pour aluminium, puis O pour autre. Ça veut dire que les produits ont été testés sur ces matériaux-là. Donc, ça, c'est vraiment important. Si un architecte vous demande une classe 50, ben, on doit avoir une classe 50 ici, là, à cet endroit-là.
Le test d'adhésion, le test en tension des mastiques D412, c'est pour mesurer la force et l'élongation du mastic lui-même. Donc, c'est des coupons qui sont taillés avec un gabarit comme ça. Les dimensions doivent être respectées. Et il y a une vitesse qui est respectée par l'équipement. Avec ce test-là, on obtient l'allongement à la rupture, ce que vous voyez souvent sur les fiches techniques, les forces en tension à différents pourcentages d'allongement et les forces en tension ultimes. Tantôt, je vous parlais d'un joint qui doit toujours être collé sur 2 surfaces et non 3. Ben, c'est un peu pour représenter ce test-là. Comme vous voyez ici, il n'y a aucun point d'appui sur une autre surface. Donc, on mesure vraiment l'élongation. Fait que quand on fait un assemblage, on cherche toujours à refaire ce mouvement-là, que ce soit en adhésion ou que ce soit le scellant par lui-même. Alors, vous voyez, les 2 mâchoires tirent le produit jusqu'à rupture, puis vont nous donner les différentes lectures. Le mouvement cyclique, c'est un peu ce que je vous expliquais tantôt. Il y a 10 cycles par conditions climatiques. Encore là, il y a du chaud, du froid, il y a des UV, il y a toutes sortes de conditions. Et on va déterminer la classe du produit avant le début des tests pour ajuster l'équipement en conséquence. Donc, si on teste une classe 50, on va l'ajuster pour une classe 50. Donc, il va compresser et allonger de 50% avec les différentes conditions climatiques selon la norme C719. Et c'est ce que ça donne comme équipement. Donc, ici, on a de la maçonnerie, ça pourrait être du verre, ça pourrait être de l'aluminium, ça pourrait être d'autres substrats, en autant qu'on respecte les dimensions des produits et les dimensions du scellant. On a des gabarits exprès pour faire les dimensions de joint là, selon la norme. Tout est décrit de façon adéquate. Le duromètre va nous indiquer la dureté du caoutchouc et va être importante aussi pour déterminer un scellant selon si c'est un scellant de mouvement ou un scellant structural. Règle générale, un scellant structural va avoir un duromètre qui se situe au-delà de 35, donc sur l'échelle D. Sur l'échelle A, excusez-moi, l'échelle D, c'est pour les plastiques, l'échelle D pour l'échelle A pour les caoutchoucs. Donc, A40 et plus, A35 et plus, ça serait un scellant structural. Entre 20 et 35, on parle d'un duromètre moyen et en bas de 20, on parle d'un duromètre très bas qui sont, règle générale, pour les silicones de mouvement, surtout pour les joints de dilatation, les joints de contrôle, qui doivent être des produits qui s'étirent beaucoup et assez mous. Donc, c'est un peu la façon générale de déterminer ça. Par contre, aujourd'hui, avec les différentes matières premières, on peut tricher un petit peu, aller avec un duromètre un peu plus élevé en ayant une élongation assez élevée encore. C'est ce que ça a l'air, un équipement comme ça. Donc, il y a une pointe qui vient appuyer sur le caoutchouc ici et qui va nous donner une lecture, un duromètre. Les procédures d'application pour les mastiques de mouvement et d'étanchéité. Alors, pour les travaux de réfection ou de construction neuve, on va enlever complètement l'ancien scellant si requis. Donc, si on veut un travail de réfection, c'est sûr que ça va être requis. Pour les surfaces poreuses, il est recommandé de toujours meuler la surface pour enlever complètement tous les résidus de scellant puis toutes les traces de contamination, même si c'est de la maçonnerie qui est neuve, des fois, il va y avoir des baveux, il va y avoir différents contaminants. On va quand même passer une meule avant de commencer les joints de dilatation. On va laver avec l'alcool isopropylique, 99%. C'est le produit qu'on considère le moins toxique sur le marché puis le plus efficace, de l'alcool à friction, mais par contre, pas aucune version en bas de 99,5%. 70% ou 50%, on n'utilise jamais ça parce que ça contient beaucoup d'eau. Donc, il pourrait laisser un film d'eau sur les surfaces. Attendre 20 minutes que le solvant soit complètement évaporé avant de passer à la prochaine étape. Ne pas laisser plus d'une heure entre le nettoyage et l'installation du scellant, sinon on répète. C'est moins critique que dans le cas d'un mur rideau, mais par contre, ça peut causer des problèmes qu'on ne voit pas toujours tout de suite.
On va appliquer un après si c'est nécessaire. Donc, on fait toujours un test au préalable pour déterminer s'il y a un besoin d'après ou pas. On va insérer un fond de joint qui doit être entre 25 et 50 plus grand que l'espacement à combler. S'il n'y a pas d'espace pour un fond de joint, un ruban anti-adhésif doit être utilisé. On va appliquer le scellant, on va le façonner. On peut utiliser une solution d'eau de 5 de savon à vaisselle clair, pas coloré, parce que ça peut causer des problèmes, et 95 d'eau. Normalement, ce que les installateurs font, c'est que durant les périodes plus creuses, l'hiver ou durant les vacances, ils vont prendre des baguettes de bois, puis ils vont les laisser tremper dans cette solution-là pendant un mois ou 2 semaines. Puis après ça, ils ne se serviront plus de la solution. Ils vont juste utiliser les baguettes de bois qui vont être imbibées par cette solution-là. Donc, ils vont très bien glisser sur le scellant. Là. Ça fait vraiment un bon travail. C'est ce que j'explique ici d'ailleurs. Pour le nettoyage des surfaces, on va utiliser la méthode à 2 chiffons, qui est la méthode reconnue dans l'industrie, qui consiste à laver avec le premier chiffon humecté nettoyant, puis d'essuyer avec un deuxième chiffon sec et propre avant que le solvant soit évaporé. Jamais laisser le solvant s'évaporer parce qu'il peut laisser des traces qui vont nuire à l'adhésion. On va changer de chiffon régulièrement afin d'éviter les accumulations de saleté. On va aussi prendre un contenant plus petit de solvant pour pouvoir le jeter si jamais il est contaminé. Après un certain temps, il n'est plus très, très propre. Donc, on va garder notre gros contenant propre, puis on va le transvider dans un plus petit qu'on va se servir pour nettoyer, puis changer le solvant au besoin. On voit un petit peu ici la façon de nettoyer. C'est sûr que c'est fait en laboratoire, mais c'est le même principe. Donc, on prend un premier linge, on nettoie la surface et puis on vient essuyer tout de suite avec un deuxième linge propre. Fait, quand on réalise des tests en laboratoire, ben, c'est de la façon qu'on procède. Alors, en chantier, il faudra avoir un petit peu le même principe, sauf que les linges sont un peu plus gros. Les surfaces plus grandes aussi. L'importance du support et du façonnage. On a ici des baguettes de bois, donc avec différentes largeurs pour façonner les différentes largeurs de joints, les fonds de joint ou backer rod. On a aussi un nouvel outil qui est un shaping tool qu'on appelle, donc avec différents angles. C'est sûr que ce n'est pas pour faire des travaux majeurs, mais ça peut être utile, exemple, dans les cloisons vitrées, les joints autour des salles de bain, douches, bains, etc. Pour les plus petits travaux. Ça peut être un outil qui est agréable à utiliser. C'est fait de silicone, donc ça glisse bien sur le produit. Donc, ici, on voit de façon grossie un joint sans support et non façonné. Donc, ça donne ce que ça donne. Ici, on a un joint qui n'est pas façonné, mais qui a un fond de joint. Puis ici, on a la façon idéale, c'est-à-dire un joint qui est façonné. Donc, on voit ici appui parfait sur les surfaces. Donc, ça, c'est le joint idéal. C'est ce qu'on cherche à avoir. Et ce que ça fait dans la réalité, ben c'est ça. Comme vous voyez, sa baguette est vraiment plus foncée, le bois. On voit qu'elle est imbibée dans la solution savonneuse et ça fait vraiment un joint parfait, là, de façon esthétique. Les cales d'assises de PVC, silicone, les plaques à pression, les fonds de joint. Alors ici, on voit un peu les emplacements de ces produits-là. Les cales d'assises, les fonds de joint, les plaques à pression temporaires. La méthodologie d'adhésion. Alors, tantôt, ce que je parlais pour déterminer le bon produit en chantier, la bonne méthode, c'est le test qu'on fait. Donc, on va faire un joint, on va retourner sur le chantier entre 7 et 21 jours, dépendamment de la température. On va couper environ 2 pouces de matériel. Et puis, on va agripper 1 pouce, on va laisser 1 pouce libre et on va tirer à 90 degrés par rapport au mur et on va déterminer l'allongement. Ici, on devrait obtenir environ 300-400% minimum selon les produits. On peut obtenir plus, il ne faut pas obtenir moins. Donc, le 1 pouce va devenir 3-4 pouces.
Donc, on peut parler d'un allongement de 300-400 %. Et on devrait avoir du matériel, du scellant qui reste sur chaque côté des matériaux. Donc, on parle d'une adhésion cohésive. S'il n'y a aucun matériau, aucun scellant qui reste sur les matériaux, on parle d'une adhésion, c'est une rupture adhésive, donc c'est pas bon. Ça prend vraiment une rupture cohésive et un allongement de 3-4 pouces. Avec ça, on sait que la méthode est bonne. Donc, on va faire un test avec et sans après, avec différentes méthodes de nettoyage. On va faire un rapport, puis on va transmettre ça à l'entrepreneur qui, après ça, pour avoir la garantie, doit respecter cette méthode-là. Alors, l'essai d'adhésion, ben, comme je vous disais, après 7 jours, ça peut être fait. Idéalement, 21 à 28 jours. Ça doit être fait avant le début des travaux. Idéalement, dans un monde idéal, le test d'adhérence devrait être réalisé tout au long du projet de façon aléatoire afin de déceler toute anomalie, soit une contamination de surface, etc., un produit défectueux, ça peut arriver. Alors, ça peut être une façon idéale de le faire. Puis, le scellant devrait nous montrer une rupture cohésive et avoir un allongement de 3-4 fois sa longueur initiale. L'autre récent chantier qu'on voit souvent, c'est par vaporisation d'eau. C'est souvent fait par une firme externe. Donc, vaporisation d'eau à l'extérieur avec la pression normale de la ville. Là. Et puis après ça, il y a simultanément, là, il y a un vacuum qui est créé, donc la fenêtre par l'intérieur est complètement scellée, et un vacuum qui va représenter des vents de 90 km ou plus. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'infiltration d'eau nulle part. C'est souvent dans des écoles, on a vu souvent ça, ou d'autres projets là, publics. La fabrication des fenêtres, les avantages des silicones neutres, ben, c'est qu'ils donnent une étanchéité à l'eau et à l'air. Ils vont protéger contre les insectes. Dans certains cas, ils vont aider à donner de la structure à la fenêtre, surtout dans la fenêtre modulaire. Une adhésion sur différents matériaux. Avantage structural dans certaines conceptions. Il y a des fenêtres qui vont demander un silicone structural parce qu'ils doivent passer des normes assez élevées, là, comme le Dade County aux États-Unis, des choses comme ça pour les ouragans. Les normes AMA pour les États-Unis, c'est important. Et on cherche souvent un produit qui a un séchage rapide puis une compatibilité avec les unités scellées ainsi que les autres composantes de la fenêtre. Donc, on peut faire ces essais-là là, de compatibilité. Alors, ça, je vous montre ici différents endroits où on peut appliquer du scellant. Ça va varier selon la conception de la fenêtre. Mais ce qu'on cherche toujours, c'est l'étanchéité, là, vraiment à l'eau, à l'air, aux insectes. Alors, ça, c'est différentes photos, là, mais il y en a des millions. Alors, tous les endroits sur une fenêtre qui doivent être scellés, ben, doivent l'être idéalement avec un silicone structural, c'est-à-dire un silicone neutre. Surtout les fenêtres de PVC, parce que si on utilise des scellants thermoplastiques, premièrement, ne sont pas compatibles avec les unités scellées souvent et ça peut causer des problèmes. Et deuxièmement, l'adhésion sur les PVC n'est pas très, très bonne. La même chose pour les polyuréthanes. Donc, silicone neutre colle bien sur les PVC, colle bien sur les aluminiums, colle bien sur la peinture aussi. La compatibilité avec les matériaux. Je pense qu'on va dépasser un petit peu. Gina, est-ce qu'on continue? Comment est-ce qu'on... Il t'en reste à peu près de combien de temps, Jean-Pierre? Je sais peut-être un 15-20 minutes, là. OK, donc peut-être les gens qui souhaitent continuer, il n'y a aucun problème de continuer. S'il y en a qui doivent nous quitter, on comprend. Oui. Parce qu'il y a possibilité, je trouve ça très pertinent et les gens sont toujours là. Donc, Okay. Je trouve ça très pertinent. Peut-être juste mentionner avec s'il y en a qui devaient quitter, qu'on envoyait un petit sondage aussi, puis la copie de la présentation. Donc, mais je pense qu'on peut y aller. OK. Oui. On va accélérer un petit peu. Alors, les membranes les membranes paraires, sur les membranes, il y a les manufacturiers vont imprimer pour mettre leur logo.
Pour ce faire, ça prend un traitement Corona parce que c'est une membrane de polyéthylène. Il n'y a rien qui colle sur le polyéthylène. Donc, c'est un traitement. Je vais vous expliquer sur la prochaine slide qu'est-ce que c'est. Donc, ça favorise l'adhésion de l'encre et ça va favoriser l'adhésion des scellins aussi. Sans traitement Corona, ben, c'est ce que ça fait. Par contre, le traitement Corona, à partir du moment qu'il est fait, il y a une efficacité qui va être bonne entre 3 et 6 mois. Donc, il faut que l'adhésion soit faite durant cette période-là. Si l'adhésion est faite durant cette période-là, ça va être très efficace pour la vie. Tandis que si c'est fait après cette période-là, ben là, on peut se retrouver avec des problèmes comme ça. Donc, il faut vraiment, si on a une adhésion à faire sur les membranes, il faut toujours tester avant le début des travaux. Le traitement Corona, ben, il y a 2 rouleaux ici. Donc, quand tu extrudes le plastique, le polyéthylène, il y a un arc électrique qui est projeté à travers le plastique qui va agrandir les parts du matériel, donc réduire la tension de surface. Donc, ça va créer un ancrage mécanique pour les scellins. Par la suite, ça va se refermer. Donc, c'est pour ça que je vous dis entre 3 et 6 mois l'efficacité. Donc, on doit toujours coller dans cette période-là. Certains types de membranes ne requièrent aucun traitement Corona. On a un exemple ici. Ce type de membrane-là, ben, c'est pas un polyéthylène, c'est un plastique qui est différent, puis ça colle toujours bien. On a fait des tests même à long terme et ça a toujours très bien collé. Puis cette membrane-là va coller sur le polyéthylène. Ben, c'est un adhésif qu'on appelle dans le jargon du métier pression sensible. Donc, c'est un acrylique. Et ça vient toujours coller ça reste toujours collant, un peu comme un post-it, mais 20 fois plus agressif. Donc, si on colle ces membranes-là ensemble, il faut juste bien se positionner parce qu'après ça, c'est plus décollable. La compatibilité avec les unités scellées, le scellant secondaire, très important parce qu'il y a des scellants qui vont être en contact dans l'assemblage avec le scellant secondaire. Donc, s'assurer de la compatibilité entre les deux. Les cales d'assises, silicone, PVC, néoprène, EPDM, les 2 derniers peuvent avoir des huiles qui vont migrer à la chaleur. Ce que ça va faire des taches brunes à ce niveau-là. C'est vraiment les endroits où est-ce qu'il y a les cales d'assises. Donc, l'huile a migré. Le silicone, c'est un silicone gris pâle. Donc, ça vient faire une tache brune. Souvent, les architectes vont nous dire qu'il y a de la rouille dans le silicone, mais ce n'est pas de la rouille, c'est vraiment l'huile qui a migré. Donc, à ce moment-là, il faut utiliser les bonnes cales d'assises, soit PVC, soit silicone. Ici, on a un autre cas de contamination. Les fonds de joint, il faut faire attention pour toujours ne jamais couper la pellicule extérieure du fond de joint. Il y a comme une peau à l'extérieur. Le premier rôle de cette peau-là, ben, ça crée une deuxième barrière. Si notre joint de scellant a un défaut lors de l'application, puis que l'eau réussit à s'infiltrer, ben, ça fait une deuxième barrière. Donc, ça, c'est la première utilisation. Mais s'il y a un gaz dans le fond de joint, souvent, les fonds de joint qui sont plus durs, ils ont un gaz à l'intérieur. Si on coupe cette pellicule-là, ben, le gaz va s'évaporer et il va faire des bulles dans le scellant. Donc, il faut toujours pousser le fond de joint avec une baguette de bois ou un outil qui est non tranchant. Ici, on a un autre cas, c'est de la mousse polyuréthane et on a installé un scellant à base de solvant beaucoup trop rapidement. Donc, il y a eu une réaction entre la mousse et le scellant et ça a causé des bulles, comme vous voyez ici dans l'image. La mousse polyuréthane, l'uréthane giclé, ben, les avantages, c'est la continuité du para, l'étanchéité à l'eau, aux insectes, meilleure isolation, résistance à l'eau, ça fait une deuxième barrière. Les points importants, pourcentage de cellules fermées, facteur isolant, flexibilité, température d'application, la post-expansion, rétrécissement, perte d'adhésion, puis la pression dans la canette. Excuse-moi. Oui. Question? Oui. Donc, on dit à partir de quelle épaisseur doit-on mettre un fond de joint? La personne dit, je vois souvent l'absence de fond de joint entre l'unité scellée et le cadre de fenêtre lors d'un joint de feuillure. Un joint de feuillure, il n'y a pas de fond de joint. Dans un joint de feuillure, c'est vraiment un joint d'étanchéité. Le mouvement va être très, très faible.
Donc, si je comprends bien la question, là. Oui, je ne sais pas si la personne veut intervenir, si ça répond bien ou préciser là, la question. Je pense que ça va. Oui, ben, parce qu'un joint de feuilleux, c'est vraiment pour créer une étanchéité parfaite entre le verre et le cadre. Donc, c'est souvent un joint qui va être assez mince. À ce moment-là, on n'a pas, c'est pas un joint, c'est pas considéré comme un joint de mouvement, là. Si c'est vraiment un joint de feuilleux que la personne veut dire, là. Elle a répondu oui, merci. C'est bon. Ah, bon, parfait. OK, excellent. Merci. Alors, je retourne ici. L'uréthane giclé, on va remplir 50 à 60 de la cavité. Si vous remplissez trop, ben, c'est ce que ça peut causer là, comme image. Ça, c'est une image qu'on a reçue d'un de nos clients de fenêtre l'installation avait été faite par un particulier, puis il se demandait pourquoi la fenêtre ouvrait plus, là, ou fermait plus, ben, il n'aurait pas dû poser la question. En tout cas, c'était un peu cocasse, là, je voulais la mettre ici. Oui, il y avait justement une question par rapport à ça. La personne oui. dit l'uréthane giclée n'est-elle pas perméable à l'eau? Je pense que c'est un peu ça ce que tu viens de dire. Hein? Ben, si elle est perméable à l'eau, si la peau n'est pas coupée. Si la peau est coupée, c'est sûr qu'il va y avoir. C'est pour ça qu'on essaie de pas couper la mousse pour justement laisser cette peau-là qui crée une étanchéité à l'eau. Merci. Alors, juste pour terminer rapidement, ben, ceux qui connaissent moins Adfas, on est une compagnie québécoise, nord-américaine, depuis 1981, 152 employés, 10 entrepôts en Amérique du Nord, le siège social est à Montréal, l'usine. Ceux qui veulent venir visiter sont toujours les bienvenus. Notre différente gamme de produits, les différents formats. Ça, je voulais en parler parce qu'on offre de plus en plus, on vend des formats saucisses, moins de pertes, moins de déchets, moins de plastique dans l'environnement, format plus grand, donc meilleure productivité. On change moins souvent qu'avec les saucisses qu'avec les tubes. Puis juste pour vous donner un exemple, des saucisses, un coup vidé, il rentre 225 saucisses dans une boîte de 25 tubes. Donc, c'est l'équivalent de 450 tubes, donc 18 boîtes. Fait que vous pouvez imaginer l'espace que ça prend comme déchet. Alors, le format saucisse, c'est vraiment un format qui est beaucoup mieux pour l'environnement. Donc, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. On est rendu à plus de 200 couleurs dans nos silicones. On offre les cales d'assises en PVC, les fonds de joint, la mousse uréthane flexible avec très bas VOC, mousse uréthane applicable jusqu'à moins 25 degrés Celsius. Les liens importants vers notre site, on a un outil de couleur. Vous rentrez ici le nom du fabricant, la couleur recherchée. Vous cliquez sur « Trouver » puis on va vous donner des suggestions. Sinon, vous pouvez y aller par nos codes si vous les connaissez, puis on va vous donner toute la liste de matériaux sur lesquels là, la couleur va matcher. Un outil pour calculer la quantité de scellant que vous avez besoin. Donc, vous rentrez vos dimensions de joint, le nombre de pieds linéaires, puis ça va vous donner le nombre de cartouches ou le nombre de saucisses requises. Les liens Internet sont juste en dessous. Ça, c'est quelques projets. Je vais passer rapidement parce que là, on a comme dépassé un petit peu le temps. Je vais passer le vidéo parce que c'est un peu une vidéo de la ligne de production. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on me dit pour quel usage, le silicone ALK a été développé? Le silicone ALK, ça a été développé parce qu'il y a eu, dans le marché, il y a eu une pénurie d'Oxim, qui est le crosslinker ou en français, c'est le catalyseur, si on veut. C'est pas vraiment le bon mot, là, mais en tout cas, il y a eu une pénurie en 2019 ou 2018, 2018. Alors, on a fait le ALK. Par contre, la pénurie n'a pas duré longtemps, puis on n'en a jamais manqué finalement. Alors, on est revenu à l'Oxim. Mais il n'est pas dit qu'un jour, on ne retournera pas à l'ALK. On en vend encore un petit peu, mais notre principal marché, c'est l'Oxim.
Est-ce qu'on... Attendez, OK, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous pouvez utiliser votre micro aussi si vous le souhaitez, là. Attendez, excellente présentation, Jean-Pierre. C'est pas moi qui le dis, mais je vais le dire quand même. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été patient, même si ça a dépassé. Bon, est-ce que j'ai d'autres choses? Non, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc, OK. bien, merci effectivement, Jean-Pierre. C'était très intéressant, très pertinent. On est gâtés d'avoir eu toute cette information-là. Ben, ça Euh, fait comme, plaisir. OK. oui, comme tu l'as mentionné aussi, il va y avoir, on va vous envoyer là, la présentation dans quelques minutes, accompagnée d'un petit sondage. Fait qu'on apprécierait aussi là, que vous puissiez répondre au sondage. Il y a 2-3 questions, là, c'est vraiment rapide. Et je voulais aussi mentionner, on a une formation. Peut-être arrêter le partage d'écran, si tu peux, Jean-Pierre. Ah, oui. OK. Oui. Ben, juste une dernière chose, Oui. s'il y en a qui veulent m'écrire un courriel, s'ils ont des questions, il n'y a aucun problème, là, gênez-vous pas. C'est bon. Excellent. Je vais aller. Oui, juste stop sharing en haut de l'écran. Ah oui, ici. OK. Bon, Bon. c'est beau. Donc, juste mentionner aussi, c'est ça qu'on a un webinaire aussi qui s'en vient le 12 février, parce qu'on a parlé beaucoup de murs rideaux, hein, donc on a une introduction aux murs rideaux qui va être donnée, ce séminaire-là, ce webinaire-là, d'une durée d'1h30 par Marc Bilodeau, donc que plusieurs connaissaient déjà. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur le site web ou encore, sur le site web, je pense que c'est là que vous allez avoir toute notre information en tant que tel. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cet intéressant webinaire. Et merci à vous d'avoir été là, aussi attentif, aussi intéressé. Puis on se dit à une prochaine. Bye bye. Merci tout le monde.